Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics pour ce premier week-end du mois d'août. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cet été. On est parti comme chaque dimanche pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse à l'Union européenne qui a officialisé un transfert de 1,5 milliard d'euros à l'Ukraine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'est félicitée d'utiliser les actifs russes gelés en Europe pour soutenir l'Ukraine. Elle a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de meilleur symbole ni de meilleure utilisation de l'argent du Kremlin que de le destiner à faire de l'Ukraine et de toute l'Europe un endroit plus sûr à vivre. » Pour rappel, quelques 200 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés dans l'Union européenne après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Les 27 avaient trouvé un accord en mai pour utiliser les intérêts produits par ces avoirs gelés de la Banque centrale russe, qui sont censés dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an d'intérêts afin d'aider à armer l'Ukraine et de financer sa reconstruction d'après-guerre. L'argent tiré des intérêts générés par ces fonds gelés, qui eux-mêmes restent bloqués, sera pour 90% versé à la Facilité européenne pour la paix, qui est en fait un instrument de l'UE pour gérer ses interventions dans les conflits, notamment dans la fourniture d'armes. Les 10% restants soutiendront les besoins de l'Ukraine en matière de reconstruction. De son côté, la Russie a qualifié cette décision d'illégale. Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a déclaré, je cite, « C'est bien entendu une raison pour agir de manière réfléchie en réponse à de telles décisions illégales mises en œuvre par l'Union européenne. » Pour la deuxième actualité, en pleine période des Jeux Olympiques, on s'intéresse à combien d'argent gagnent les médaillés d'or. Alors déjà, le vainqueur d'une épreuve ne repart pas avec une médaille composée à 100% d'or. Celle-ci est en réalité composée de 505 grammes d'argent et de 6 grammes plaqués en or, et donc n'est pas totalement en or massif. Son prix est donc évalué à 863 € contre 436 € pour la médaille d'argent, qui est elle composée de 507 grammes d'argent et de 3,58 € pour la médaille de bronze. Pour ce qui est de la somme versée à chaque vainqueur d'une épreuve, cela ne dépend pas du Comité international olympique, qui ne délivre aucune prime, mais de la politique mise en œuvre par les différents gouvernements et fédérations. Pour la France, terre d'accueil des JO 2024, la somme est de 80 000 € pour les sportifs décrochant l'or, les primes sont de 40 000 € pour la médaille d'argent et de 20 000 € pour la médaille de bronze. Et malgré son statut de pays organisateur, la France ne propose cependant pas les primes les plus élevées à ses athlètes. En Europe, l'Italie fait mieux par exemple et offre 180 000 € à ses champions olympiques. Ailleurs dans le monde, certains pays asiatiques font carrément sauter la tirelire, à l'image de Hong Kong et des 700 000 € de primes offerts aux médaillés d'or. Cerise sur le gâteau, chaque sportif qui fait un podium repart avec un tube en carton qui contient l'édition limitée de l'affiche officielle des JO, sans oublier la frige, la mascotte officielle de la compétition qui partira dans chaque valise des médaillés. Pour la troisième actualité, on s'intéresse au budget de l'Elysée qui a fortement dérapé en 2023, notamment à cause de nombreuses réceptions et déplacements. Alors les dépenses de déplacement et de réception ont atteint 21 millions d'euros l'an dernier, contre 13,3 millions en 2022 et 9,87 millions en 2021, selon un rapport de la Cour des comptes publié ce mardi. Après la crise sanitaire du Covid et la campagne électorale de 2022, Emmanuel Macron a entrepris plusieurs grands voyages diplomatiques en 2023, en Chine, en Océanie, Afrique, au Japon pour le sommet du G7, en Mongolie, au Bangladesh, ainsi qu'en Inde pour le G20. Côté réception, la rénovation des grandes cuisines de l'Elysée a conduit à recourir plus fréquemment à des prestations de traiteurs en 2023, estimées à 1,3 million d'euros au total. Les dîners d'État en l'honneur de Charles III et du Premier ministre indien Narendra Modi, délocalisés à Versailles et au Louvre en raison des travaux dans les cuisines, ont ainsi coûté respectivement 475 000 € et 412 000 €. Parmi les 6 événements les plus onéreux à l'Élysée en 2023, 3 ont été ouverts au public, l'exposition du Fabriqué en France pour 233 000 €, la fête de la musique à 210 000 € et les journées européennes du patrimoine à 208 000 €. La Cour des comptes a donc invité la présidence de la République à, je cite, poursuivre ses efforts pour contenir son budget. L'Élysée a réagi en expliquant
que la présidence tiendra compte des remarques de la Cour pour améliorer son organisation et ses dispositifs internes. Pour la quatrième actualité, on regarde combien vont vous rapporter vos livrets d'épargne en 2024, notamment le livret A, le LEP et le PEL. Alors en prenant en compte une inflation annuelle autour des 2,5% en 2024, comme le projette la Banque de France, le livret A affichera de maigres gains pour ses détenteurs. Avec un taux gelé à 3% et à l'encours moyen en France qui s'élève à 7 000 € sur le livret A, les détenteurs obtiendront un gain réel, donc après avoir déduit l'inflation de 2,5%, de 2,91 € par mois, soit environ 35 € à l'année. Pour ceux qui détiennent un livret A rempli au plafond de 22 950 €, le gain réel s'élève à 114,75 €. De leur côté, pour les détenteurs d'un livret d'épargne populaire rempli au plafond de 10 000 €, ils percevront un gain réel de 210 €, étant donné que le taux de rendement moyen sur l'année du LEP est de 4,6%, ce qui explique la nette différence avec le livret A, malgré son plafond plus élevé. Enfin, pour ceux qui ont ouvert un plan épargne logement en 2024, mauvaise nouvelle, il vous aura fait perdre de l'argent cette année si on prend en compte l'inflation. Alors plus concrètement, pour un PEL ouvert en 2024, le taux d'intérêt brut du PEL est de 2,25%, sauf que contrairement au livret A et au LEP, les intérêts générés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui donne donc un taux net de fiscalité de 1,58% pour le PEL cette année, donc nettement en dessous du niveau d'inflation estimé à 2,5% sur l'année 2024. Donc cette année, le rendement réel du PEL devrait donc être négatif de moins 0,92% et donc faire perdre de l'argent à ses titulaires si on prend la variable de l'inflation en compte. Pour la dernière actualité, on revient au niveau de l'Union européenne qui a lancé des procédures disciplinaires contre la France et 6 autres pays. Très concrètement, la France ainsi que l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte se retrouvent en déficit public excessif en ayant dépassé l'an dernier la limite de déficit public fixée à 3% du produit intérieur brut par le pacte de stabilité de l'Union européenne qui limite aussi la dette à 60% du PIB. Dans les chiffres, les déficits les plus élevés de l'UE ont été enregistrés l'an dernier en Italie à 7,4% du PIB, en Hongrie à 6,7%, en Roumanie à 6,6%, en France à 5,5% et en Pologne à 5,1%. Le pacte de stabilité prévoit en principe des sanctions financières à hauteur de 0,1% du PIB par an pour les pays qui ne mettront pas en œuvre les corrections imposées, soit près de 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France. Mais en réalité, ces punitions politiquement explosives n'ont jamais été appliquées. En revanche, les pays ciblés par les mesures disciplinaires devront envoyer d'ici septembre des plans à moyen terme sur la manière de revenir dans les clous. La Commission européenne communiquera ensuite en novembre des évaluations de ces plans avec des détails sur la voie empruntée pour retrouver la santé budgétaire. La France, où la dette publique atteint 110% du PIB, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué vouloir économiser 25 milliards d'euros en 2024 afin de ramener le déficit à 5,1% cette année. De son côté, l'UE prévoit plutôt un déficit de 5,3% en 2024 et de 5% l'année prochaine pour la France. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.